On va passer donc à la présentation suivante qui est sur... c'est un long titre, hein, le docteur Kaïs Ahmad, qui est praticien hospitalier dans le service et qui donc vraiment est spécialisé dans les maladies pulmonaires rares et qui nous parle des fibroses pulmonaires idiopathiques, des fibroses progressives, des autres fibroses. Bon, en bref, comment se retrouver dans les différents noms, les différentes classifications des fibroses. Kaïs, on t'écoute. Bonjour à tous. Ma présentation va donc concerner la fibrose pulmonaire idiopathique, mais également les autres fibroses pulmonaires. Donc, je pense que dans le public, il n'y a pas que des patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, on va essayer de voir quelles sont les différences. Alors déjà, avant tout, toutes les fibroses quand même partagent des points communs. Déjà, la fibrose, qu'est-ce que c'est? Déjà, un poumon normal, c'est un poumon qui assure la fonction de ventilation, donc, qui permet donc de capter l'oxygène de l'air qu'on inspire et d'évacuer le gaz carbonique qui s'accumule dans le sang. Et dans le cas d'une fibrose pulmonaire, le tissu pulmonaire s'abîme et se marque de cicatrices qui ont, sont survenues au fil du temps. C'est ce qu'on appelle donc la fibrose. Et petit à petit, la fibrose peut s'étendre au niveau des poumons et ça peut donc rendre la respiration plus difficile. Les poumons deviennent un peu plus rigides et n'arrivent plus à suivre les mouvements de la cage thoracique. Et donc, ça peut occasionner un essoufflement à l'effort. Et malheureusement, ce processus de fibrose n'est pas réversible. Alors moi, je prends toujours en général l'exemple d'une éponge, l'éponge sèche. Donc, pour illustrer la fibrose pulmonaire, une éponge, c'est, on va dire, a des propriétés élastiques. Et donc, quand elle devient sèche, elle perd ses propriétés d'élasticité et donc elle devient plus rigide. Donc, c'est un peu ce qui se passe dans un poumon qui est atteint de fibrose pulmonaire. Alors, comment se forme la fibrose, comment elle se développe? On sait que il y a des agressions externes qui peuvent faire développer la fibrose pulmonaire, mais également des mécanismes internes à l'organisme qui peuvent également faire développer cette fibrose. Alors, le principal facteur de risque de fibrose, c'est le tabagisme, on le sait. Hein. Le tabac, pratiquement dans tous les patients, chez tous les patients qui ont une fibrose pulmonaire, on retrouve ça. Même s'il est arrêté des années, ça peut avoir des répercussions plus tard. Alors, d'autres agressions externes, comme les infections virales, on sait qu'elles peuvent donner des fibroses, elles peuvent même aggraver la fibrose pulmonaire. C'est pourquoi on vous demande de vous faire vacciner contre la grippe et contre le Covid pour essayer de protéger au maximum le tissu pulmonaire. Il y a le reflux gastro-œsophagien qui peut également donner ou aggraver la fibrose pulmonaire. Donc, c'est le reflux gastrique qu'on peut avoir, des sensations d'acidité. Donc, parfois, on peut vous prescrire des antiacides, des anti-reflux. Il y a également l'inhalation de certaines substances dans l'environnement, des inhalations chroniques, comme des moisissures qu'on peut retrouver à domicile, qui peuvent donner des pyélopathies, l'hypersensibilité. On sait que d'autres inhalations, par exemple de foin moisi, peuvent également faire développer une fibrose pulmonaire. Donc, c'est pourquoi on essaie d'identifier ces expositions lorsqu'on vous voit pour la première fois en consultation. On sait que la pollution atmosphérique peut être un facteur de risque, même un facteur de risque d'aggravation de la fibrose. Au moment des pics de pollution, on vous demande d'essayer de ne pas trop sortir du domicile, de porter un masque pour essayer de vous protéger. Alors, en dehors de ces agressions externes, il y a des mécanismes internes propres à l'organisme. L'âge, on sait que plus on est vieux, plus on risque de faire une fibrose pulmonaire. Il y a également des prédispositions génétiques. Il y a des mutations génétiques qui peuvent occasionner des fibroses pulmonaires, notamment chez personnes qui ont déjà des cas de fibrose pulmonaire dans la famille.
et donc ça nous oriente vers une cause génétique. Il y a également le système immunitaire qui peut rentrer dans le mécanisme de fibrose. Lorsqu'il est dérégulé, ça peut créer une inflammation, notamment au niveau des poumons, et ainsi créer une fibrose. Alors, comment se manifeste la fibrose? Pour l'instant, les principaux symptômes les plus fréquents sont la toux sèche, donc qui est chronique, qui perdure au moins plus de 2-3 mois. Et elle est plutôt sèche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de production de sécrétion, il n'y a pas d'expectoration. Et elle peut survenir dans la journée et même la nuit. L'autre symptôme, c'est l'essoufflement à l'effort. Dans un premier temps, elle survient pour un effort intense. Et petit à petit, au fil du temps, elle peut s'aggraver et peut survenir pour des efforts beaucoup moins intenses. Donc ça peut évoluer malheureusement. Il n'y a pas de signe spécifique de fibrose. C'est la toux et l'essoufflement sont les principaux symptômes et peuvent se rencontrer dans d'autres maladies pulmonaires ou même cardiaques. Donc c'est très difficile de diagnostiquer une fibrose simplement sur des symptômes respiratoires. Alors, il y a d'autres symptômes qui peuvent apparaître chez certains patients, comme une perte d'appétit, une perte de poids, la fatigue également. Et parfois, il peut y avoir aussi un hypocratisme digital, c'est-à-dire des ongles un peu déformés, un peu bombés. On peut retrouver ça chez les personnes qui ont une fibrose pulmonaire. Et lorsque la maladie est très évoluée, ça peut occasionner une cyanose, une coloration un peu bleue des lèvres et également au bout des doigts. On peut également retrouver des œdèmes ou des gonflements au niveau des chevilles. Donc ça évoque plutôt une insuffisance cardiaque, donc une évolution quand même assez importante de la maladie. Alors là, je vous ai un peu répertorié les points communs entre les différentes fibroses. Et donc on va essayer de les différencier. Alors déjà, comment on fait, nous, pneumologues, à différencier la fibrose pulmonaire idiopathique des autres fibroses? Déjà, on commence, quand on vous voit, à vous interroger. Donc, on fait un interrogatoire assez poussé pour essayer de rechercher s'il y a des éléments qui peuvent orienter vers un diagnostic de fibrose, parce qu'il est important d'avoir un diagnostic assez solide de la maladie, de type de fibrose, parce que ça va orienter la prise en charge, notamment thérapeutique. Il y a des différents traitements qu'on peut mettre en place en fonction du type de fibrose. Donc à l'interrogatoire, on recherche s'il y a des expositions dans l'environnement qui peuvent du coup occasionner des fibroses pulmonaires. Donc c'est pour ça qu'on vous demande si vous avez eu des oiseaux dans le passé chez vous, des perruches, des volières, des pigeons. On demande également quel était votre travail, parce qu'on peut avoir des expositions notamment au cours de la carrière professionnelle, des expositions à l'amiante ou à la silice. Donc ça peut occasionner des fibroses pulmonaires. Vos habitudes de vie, parce que dans certains loisirs, on peut retrouver des agents responsables de fibrose. Lorsque on joue la trompette, ou on peut retrouver des moisissures ou des bactéries, des mycobactéries qui peuvent entraîner des pneumopathies interstitielles. Il y a certains médicaments également qui peuvent occasionner des fibroses pulmonaires, comme l'amiodarone pour les troubles du rythme cardiaque. À l'examen, on vous ausculte. Et en général, on retrouve des crépitants à l'auscultation. Donc, c'est des bruits un peu secs. Et parfois, des crépitants velcro peuvent orienter vers des fibroses pulmonaires idiopathiques. On recherche également des signes de maladies auto-immunes. Donc, c'est pourquoi on vous examine assez attentivement, notamment la peau. On recherche s'il n'y a pas des signes cutanés qui peuvent orienter vers une maladie auto-immune, notamment la sclérodermie. Ça peut donner un aspect un peu, on va dire, rigide de la peau. La peau elle est moins élastique. On regarde également s'il n'y a pas des éléments inflammatoires au niveau des doigts qui peuvent orienter vers une autre maladie auto-immune qui est la dermatomyosite. Donc avec tout ça, ça nous oriente vers un diagnostic, mais le plus important, c'est de réaliser un scanner thoracique. Donc c'est un scanner thoracique de haute résolution. Donc c'est le principal examen pour le diagnostic de fibrose, et ça nous aide beaucoup. Ça nous aide parfois même à
confirmer le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique si l'aspect au scanner est très typique. Donc c'est un examen qui est rapide à faire, qui est indolore, et donc dans la plupart du temps, il est suffisant pour faire le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique. Alors parfois, ce n'est pas systématique, on demande de faire une fibroscopie bronchique. Donc c'est un examen qui se fait en général sous anesthésie locale, parfois par voie générale, si vraiment le patient est très anxieux et insiste. Et donc c'est un examen qui permet d'explorer les bronches, mais surtout, ce qui nous aide, c'est de faire le lavage alvéolaire, broncho-alvéolaire, où là, on introduit du sérum physiologique pendant l'examen dans le fibroscope et on le réaspire pour analyser les cellules alvéolaires. Donc, ça nous permet, donc, du coup, en analysant ces cellules alvéolaires, d'orienter le diagnostic. Si on retrouve des cellules inflammatoires, ça nous oriente plutôt vers une fibrose, une maladie plutôt inflammatoire, notamment en lien avec une exposition, la pulmonologie d'hypersensibilité. Donc voilà, c'est un examen qu'on peut réaliser au cours du bilan. On fait également une prise de sang lorsqu'on vous voit. C'est surtout pour rechercher des auto-anticorps qui sont liés donc à des maladies auto-immunes. Donc ça nous aide beaucoup parce qu'un auto-anticorps, ça peut parfois confirmer la maladie auto-immune. Et parfois, si on n'arrive pas à avoir un diagnostic, on peut vous proposer de faire une biopsie pulmonaire. Alors c'est une intervention chirurgicale donc, qui est faite en général par un chirurgien thoracique au bloc opératoire et qui consiste à faire des prélèvements de poumons entre 2 et 3 dans différents territoires de 2 cm environ. Alors c'est quand même un examen qui peut être très utile lorsqu'on n'arrive pas à avoir un diagnostic. Ça permet vraiment d'analyser le tissu pulmonaire et d'analyser plus finement la fibrose. Et donc ça peut nous orienter vers un type de fibrose et du coup changer la thérapeutique. Donc cette biopsie, elle se fait en général par vidéothoracoscopie. Donc on met un trocar sous anesthésie générale entre les côtes et là, le chirurgien pourra passer ses instruments pour faire ses prélèvements pulmonaires. Tous les patients ne peuvent pas bénéficier de cette opération. On regarde également votre exploration fonctionnelle respiratoire, donc l'examen du souffle, pour voir si on peut vous faire la biopsie, parce que si la fibrose est trop grave, la biopsie ne peut pas se faire, c'est trop risqué. Et parfois également, il y a des comorbidités, c'est-à-dire qu'il y a d'autres problèmes de santé qui peuvent rentrer en jeu et qui parfois contre-indiquent ce geste-là. Cette intervention, elle se décide pas comme ça, en consultation. Et on discute, nous, en réunion, ce qu'on appelle la discussion multidisciplinaire. Donc on en discute, nous, entre pneumologues, entre radiologues, et également entre les chirurgiens parfois, et également les médecins qui analysent le poumon. Alors, une nouvelle technique qui est arrivée également dans notre centre à Lyon, c'est la cryobiopsie. Donc, c'est aussi un moyen d'avoir un diagnostic, mais de façon moins invasive. C'est quand même, on fait des prélèvements pulmonaires, mais qui sont plus petits que les biopsies pulmonaires. Cette cryobiopsie, elle se fait sous anesthésie générale, mais pendant une fibroscopie. Donc, une fibroscopie bronchique rigide, c'est pas souple. Et donc, par ce biais-là, on peut faire des biopsies. Donc, c'est moins invasif et moins risqué quand même. Et parfois, lorsqu'on a une suspicion d'une cause génétique, quand il y a par exemple plusieurs cas dans la famille qui ont une fibrose pulmonaire ou des signes cliniques qui nous orientent vers une cause génétique, on vous propose un conseil génétique, c'est-à-dire de rencontrer un généticien, une conseillère en génétique pour vous donner des informations sur cette cause génétique et de faire des prélèvements à visée génétique pour essayer de rechercher s'il y a bien une mutation génétique qui pourrait du coup expliquer la fibrose. Donc c'est quand même pas systématique, c'est vraiment dans des rares cas où il y a
des éléments en faveur d'une cause génétique. Alors, quand on a fait tout ça, quand on a terminé le bilan, on se met tous ensemble autour d'une table et on essaye du coup de casser la fibrose pulmonaire. Donc, comme je vous ai dit, cette fibrose pulmonaire, elle peut être... la petite lumière, comment ça se fait? Donc, comme je vous ai dit, il y a des maladies auto-immunes qui peuvent occasionner des fibroses. Donc, tout ce qui est là, cette catégorie-là, donc la polyarthrite, rhumatoïde, la sclérodermie systémique, polymyosite ou dermatomyosite, syndrome de Goujon-Jogon. Tout ça, c'est des maladies auto-immunes qui peuvent se compliquer d'une fibrose pulmonaire. Il y a aussi également les pyélopathies d'hypersensibilité. Donc, c'est des maladies qui sont causées par une inhalation chronique d'un agent dans l'environnement. Donc, ça peut être des moisissures, des antigènes d'oiseaux. Donc, tout ça, on recherche ça à l'interrogatoire, mais également par des prises de sang et par l'aspect au scanner. Il y a d'autres éléments qui peuvent donner des fibroses pulmonaires quand on prend des médicaments responsables de fibrose parfois, ou des expositions professionnelles, donc l'amiante ou la silice, c'est ce qu'on appelle l'asbestose ou la silicose. Donc, quand on a éliminé toutes ces causes-là, on rentre dans la case des pyélopathies interstitielles idiopathiques. Idiopathiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé de cause dans la survenue de la fibrose. Et la fibrose la plus fréquente, c'est donc la fibrose pulmonaire idiopathique. C'est celle qui évolue vers une fibrose de façon en général. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus rares. Je ne vais pas les détailler. La pyopathie interstitielle non spécifique ou la pyopathie interstitielle desquamative. Voilà. Donc tout ça, ces diagnostics-là, on en discute lors de la discussion multidisciplinaire lorsqu'on a terminé le bilan avec le scanner, la prise de sang ou parfois la biopsie pulmonaire. Et parfois, on n'a pas vraiment de diagnostic et on parle de fibrose pulmonaire inclassable. Donc c'est la petite case qui est là. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas que la fibrose pulmonaire idiopathique, il y a aussi d'autres fibroses pulmonaires qui peuvent progresser, qui peuvent évoluer. Ce n'est pas une nouvelle maladie, comme je vous ai montré. Donc, comme je vous ai dit, il y a des pyélopathies d'hypersensibilité, donc en lien avec une inhalation chronique dans l'environnement, des maladies auto-immunes ou d'autres fibroses qui peuvent évoluer vers une fibrose pulmonaire. Et donc, lorsqu'elles progressent, on peut du coup discuter d'un traitement antifibrosant. Les traitements antifibrosants ne sont pas réservés seulement à la fibrose pulmonaire idiopathique. Maintenant, depuis quelques années, on peut les donner pour les fibroses pulmonaires non FPI, mais qui progressent. Et la progression, elle est importante de la rechercher au cours du suivi, notamment lorsqu'on se voit, vous nous dites si vous êtes plus essoufflé ou pas, si vous toussez plus ou pas. Ça, c'est des éléments qui peuvent nous alerter sur une progression de la maladie. On vous fait également des EFR, des mesures du souffle, qui nous permettent donc de mesurer votre capacité respiratoire et de mesurer votre capacité à capter l'oxygène, c'est la diffusion. Donc ces deux paramètres-là sont importants à suivre parce que parfois elles peuvent se dégrader et du coup ça peut évoquer une progression de la maladie. On réalise également un scanner une fois par an à peu près en général. Et on s'aide beaucoup du scanner parce que parfois la fibrose, ça se voit lorsqu'elle progresse au scanner. Donc, avec tous ces éléments-là, on peut conclure sur une progression ou pas. Et donc, s'il y a une progression, on vous proposera un traitement antifibrosant. Donc, c'est pour ça que le suivi est important, un suivi régulier est important à faire avec votre pneumologue et la réalisation des examens. Je crois que j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'était clair, mais il y a certainement des questions quand même. Est-ce que vous avez retrouvé le nom de votre maladie dans la classification ?
Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Les tests génétiques, est-ce qu'ils ont des conséquences pratiques quand on les fait? Pourquoi est-ce qu'on fait des tests génétiques en fait? Qu'est-ce que ça va changer pour les personnes qui font le test? Ben oui, ça change quand même un peu déjà l'information qu'on va vous donner, parce que du coup, on peut expliquer également pourquoi vous avez une fibrose pulmonaire. Mais c'est important également pour la descendance, parce que cette mutation, si on retrouve cette mutation génétique, elle peut se transmettre à la descendance. Donc c'est pour ça que c'est important de faire cette recherche génétique si on l'évoque, parce que ça a des conséquences également sur la descendance. Et le dépistage également de la fibrose pour les enfants. Sur le traitement, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça ne change pas beaucoup le traitement. Pas de... Bon, c'est moi qui fais les questions là, mais normalement c'est vous. Hein. Donc, levez la main, on vous approche le micro. Oui, cryobiopsie. Les récentes? Alors, elle est récente chez nous, Ouais. mais elle n'est pas récente vraiment. Ça fait 1 an maintenant qu'elle est Ça existe utilisée. depuis une bonne dizaine d'années. Non, mais au sein de l'hôpital, c'est tout récent. Oui. D'accord. Et est-ce qu'on peut contracter une fibrose suite à un traumatisme ou à un choc émotionnel? Non. 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 C'est pas décrit c'est dans une la question. littérature, non, j'ai pas vu ça. Non, parce que je fais allusion à ma nièce, quand elle a perdu son arrière-grand-mère, à 6 ans, elle est devenue diabétique. Mm. Alors, le diabète, la fibrose, c'est 2 choses différentes. Oui. Mm. Non, j'ai pas. A priori, non. Pas de lien. Après, il y a toujours des histoires personnelles, mais là, c'est probablement quand même plutôt le hasard, quoi. Autre chose? Classification sur les examens. Bon, les cryobiopsies, c'est vrai que c'est moins invasif, hein, comme l'a très bien expliqué le docteur Hamad. Mais on a aussi des prélèvements qui sont beaucoup plus petits. Et puis, même si c'est un peu moins risqué, c'est quand même un geste invasif. On prélève quand même un morceau de poumon, donc il y a toujours un petit peu le risque de faire saigner ou de décoller le poumon. C'est pour ça que toutes ces biopsies, quand elles sont avant d'être faites, elles sont vraiment discutées entre nous de façon à s'assurer qu'on ne propose pas une biopsie s'il y a un risque significatif. Et puis il y a des cas où une biopsie chirurgicale est plus adaptée, d'autres cas où probablement les cryobiopsies sont plus adaptées. Mais je le répète, on a des prélèvements plus petits et c'est pour ça qu'on les utilise quand même. On les a dans le passé utilisés moins. Oui, pardon, je n'avais pas vu. Quelle différence, est-ce que l'apnée du sommeil, elle peut aggraver la FPI? Non, l'apnée du sommeil n'aggrave pas la FPI, mais c'est important de la rechercher quand on a une fibrose pulmonaire, parce que ça peut se traiter et ça peut améliorer quand même la qualité de vie des patients. Et c'est un facteur de risque cardiovasculaire, donc c'est important de la rechercher. Mais ça n'a pas d'impact vraiment sur la fibrose. Impact Non. direct avec la fibrose. Non. Il y a de la recherche là-dessus, donc peut-être que dans quelques années, on dira des choses plus précises. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a plus fréquemment quand même des apnées du sommeil chez les gens qui ont des fibroses que dans la population générale qui n'a pas de fibrose, et qu'on voit des gens qui ont une fibrose et des apnées du sommeil alors qu'ils n'ont pas de surpoids, pas d'obésité. Alors que normalement, les apnées, c'est quand même chez les gens qui sont en surpoids. Pas forcément dans la fibrose. Donc, si vous avez des apnées, il ne faut pas vous dire c'est forcément parce que j'ai pris du poids. Dans la fibrose, ça peut survenir indépendamment. Et c'est à rechercher notamment s'il y a une grosse fatigue. Donc, il faut que nous aussi, on l'évoque parce que comme ça peut survenir chez des gens qui n'ont pas spécialement de surpoids, on peut ne pas y penser tout de suite. Hein. Moins facilement que chez quelqu'un qui nous dit « je ronfle, j'ai pris du poids et je m'endors dans la journée ». Et donc, dans la fibrose, ça peut se manifester par une fatigue plus importante. Et alors, je ne vous dis pas que toutes les fatigues sont liées à ça, pas du tout. Mais c'est l'une des causes de fatigue à rechercher éventuellement. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la précocité des diagnostics ? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a déjà plus de médecins, plus de pneumologues. C'est sûr que en ayant plus de pneumologues, je pense que ça va aider.
Oui. Ok, désolé. Je disais que peut-être en augmentant déjà le nombre de médecins, ça va peut-être améliorer le dépistage ou la diagnostic de fibrose. Après, il faut que aussi les médecins généralistes... Voilà, les symptômes, et comme je vous ai dit, c'est des symptômes qui ne sont pas spécifiques de la fibrose pulmonaire, qu'on retrouve également dans d'autres pathologies. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Oui, mais si ça perdure dans le temps, c'est quand même, c'est pas normal d'être essoufflé ou d'avoir une toux. Donc ça, il faut quand même consulter rapidement le médecin généraliste, qu'il soit sensibilisé également, parce qu'il y a des médecins généralistes qui ne connaissent pas non plus ce que c'est qu'une fibrose pulmonaire. Donc voilà, c'est la sensibilisation aussi. En fait, c'est vraiment une histoire compliquée parce qu'il y a de multiples causes et de multiples limites pour faire un diagnostic précoce. Une des pistes, vous savez sans doute qu'il se met en place des dépistages du cancer du poumon. Et puis, il y a des gens qui ont des scanners pour autre chose que des symptômes pulmonaires. Et donc, parfois, on tombe sur un scanner sur des petits signes de fibrose. Donc, il faut qu'on apprenne, quand je dis on, c'est collectivement le corps sanitaire en France, à mieux détecter quand il y a des signes de fibrose débutante sur un scanner fait, quelle que soit la raison, par exemple le dépistage du cancer du poumon chez les fumeurs, et à se poser la question, est-ce que c'est une fibrose débutante ? Mais même pour ça, il y a aussi des limites, parce que quand la fibrose est débutante, si on veut être sûr, il faut faire une biopsie, donc c'est quand même assez lourd. Il y avait une question là-bas, et puis après, on va peut-être enchaîner sur le point suivant. Je veux savoir les conséquences cardiaques de cette maladie. La fréquence du cœur change-t-elle ? Oui, ça va être parce qu'en fin de compte, discuté dans c'est un problème majeur. Oui. On va le voir dans la prochaine présentation que oui, ça peut évoluer vers une hypertension pulmonaire. Après, là aussi, c'est vrai que comme souvent les patients sont tabagiques, ils peuvent également avoir des problèmes de niveau cardiaque. Donc ça aussi, ça complique aussi la prise en charge. Donc, en dehors du tabac, le fait d'être malade, quelles sont les conséquences pour le cœur ? On va le détailler. Oui. On y vient. Bon, merci beaucoup, Caïs. Et puis, encore une fois, il y aura une toute dernière alors, parce que sinon, après, on va être en retard. Non. À 17 ans, donc, j'ai coupé de fibrociment. Ça m'avait rien fait à cette époque. 50 ans après, il est revenu, la fibrose. Alors, fibrociment. Quelque chose comme ça. Est-ce que ça peut évoluer encore ou je prends au fait à ce moment? Oui. Bon, on va vous répondre sur le fibrociment. Fibrociment, c'est l'amiante. Oui. Fibrociment. Oui, le fibrociment, c'est l'amiante. Donc on sait que l'amiante, ça peut... c'est un facteur de risque de fibrose pulmonaire. Donc même si vous avez... Oui, ça peut, oui. Mais malheureusement, l'amiante, ça persiste vraiment très longtemps. Alors après, ça dépend combien de temps on a été exposé, si on a été exposé beaucoup ou juste un petit peu, mais c'est vrai que ça persiste dans l'organisme. C'est pour ça que maintenant, l'amiante est interdite. Mais il y a encore énormément de gens qui ont croisé de l'amiante. L'amiante, c'est un facteur de risque de fibrose, mais il y a des gens qui ont un peu de fibrose liée à l'amiante qui ne va pas forcément progresser. C'est pour ça que le docteur Ahmad a présenté les fibroses progressives. C'est l'une des causes. Donc on peut avoir une fibrose liée à l'amiante qui finalement ne bouge pas, et puis d'autres formes qui s'aggravent. Même 50 ans après, malheureusement, c'est possible.